Good afternoon, France, and good morning, US. For all of you who don't know me, I'm Mary Hididi, International Manager at Cluster Lumiere. I would like to thank you all for attending. As it was explained already, we have these focusing on 3 markets to help our members better understand the markets. Yesterday we had for the UAE, this morning we had the Japanese market, and this webinar now is focused on North American markets. These webinars are through the Alka4i program, which we are partners with. And that is with our European partners, the Italian, the Spanish, which are Lucio and Veneto and CCAT. The Alka4i, for your information, is a European Lighting Cluster Alliance, and we're supporting SMEs who are interested in the US, Canada, Japan, UAE, and KSA. So today, after this webinar, of course, we're going to do the follow-up, and we're hoping to have missions in May, hopefully in the US. We will, of course, communicate all the information in the coming weeks. So we're going to have a mission in the US, a mission in the UAE later in the year, and Japan, most probably yet to be confirmed the date. So I hope this webinar will be of interest for you, and if you have any questions, do not hesitate to let us know. So thank you very much for the speakers for being here, and thank you for Act and Match for supporting us, and thank you everybody for attending, and I hope this will be interesting for everyone. Thank you. Thank you very much, Mary. Donc maintenant, Jean et Mathieu vont pouvoir commencer leur présentation. Oui, Jean, est-ce que tout est bon pour vous? Vous de me dire. A priori, la présentation est loadée dans la plateforme. Si jamais, sinon, je ferai un partage de connexion, enfin, un partage d'écran. Oui, alors je pense que le partage d'écran sera mieux. Je ne la vois pas. Allez, eh ben, on va partir sur un partage d'écran. Si c'est possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ma caméra pour vous permettre de bénéficier d'une meilleure bande passante pendant que je partage mon écran et je reprendrai par la suite l'image. Hop. Est-ce que vous avez accès à la présentation? Oui, c'est tout bon. Bon, parfait. Eh ben, alors on va y aller si tout le monde est prêt. Donc, bonjour à tous et merci de votre présence aujourd'hui pour ce webinaire Tendance et opportunités du marché de l'éclairage avec un vrai focus sur donc l'Amérique du Nord. Dans un premier temps, je vais remercier le Cluster Lumière évidemment et Mary pour son invitation. Donc moi, je me présente, je m'appelle Jean Bianco, j'ai fondé GoExport Europe en 2016 et je suis très fier également de vous présenter donc Mathieu Allary, mon associé et cofondateur du groupe GoExport, donc vraiment mondial, basé lui au Canada et qui va pouvoir apporter toute son expertise et son œil nord-américain sur cette présentation. De par notre activité, et j'y reviendrai en deuxième partie de présentation, on a vraiment fait le choix de nous attarder sur le comment capter les opportunités du marché nord-américain. Vous allez voir que les tendances observées en Amérique du Nord suivent relativement les tendances mondiales. Donc, on a pensé pertinent pour vous de vous donner un peu plus de valeur ajoutée sur ce que nous connaissons parfaitement en Amérique du Nord. Donc, voilà. Pour information, pour que vous l'ayez en tête, nous, notre métier, c'est d'aider, soutenir et supporter des entreprises dans leur développement à l'international à travers une méthodologie d'approche très pragmatique, le développement des ventes sur les marchés internationaux. Donc, ça, c'est pour les éléments de contexte. L'ordre du jour, donc on va commencer par parler des tendances de l'industrie de l'éclairage, que ce soit dans le monde, dans le Canada et aux États-Unis. On fera un rappel du Buy American Act pour ensuite passer sur les cellules d'achat, les différentes méthodologies d'approche, les canaux de vente
Et puis, on aura après un focus un peu plus, on va dire, précis sur des aides publiques disponibles pour votre développement à l'export. Donc, je salue notamment Jean-Noël Garçon qui doit être avec nous dans cette présentation. Jean-Noël qui fait partie du même groupe que GoExport et qui est spécialisé donc sur les aides publiques et privées qui existent en France et dans la région. Et enfin, on revient un peu sur les activités de GoExport et comment est-ce que GoExport peut vous soutenir dans vos différentes actions à l'international. Alors tout d'abord, donc les tendances de l'industrie de l'éclairage. L'éclairage étant vaste, nous avons axé nos recherches principalement sur la construction résidentielle et commerciale ainsi que l'infrastructure. Et je vous apprends rien en disant que le LED a complètement bouleversé le marché depuis 2010, moins cher, plus économique notamment, et qui avec une durée de vie qui est beaucoup plus importante que les concurrents de la LED. Donc aujourd'hui aux USA, on a évalué à peu près à plus de 8,58 milliards de dollars le marché donc de la LED et devrait atteindre une valeur de 15,3 milliards d'ici à 2026. Est-ce que tu permets, Jean? Bien sûr, Mathieu, dès que tu... L'élément qui est très, très important ici, là, sur cette croissance-là, c'est c'est une croissance qui, bien entendu, est de loin supérieure à celle de l'économie en général. Et ce que ça veut dire, c'est que ça ouvre des portes. C'est vrai, particulièrement en Amérique du Nord, là, mais ça ouvre des portes pour de nouvelles entreprises, de nouveaux joueurs ou des entreprises existantes externes à l'Amérique du Nord, mais qui souhaitent prendre pied et puis développer des relations d'affaires ou du commerce là, en Amérique du Nord. Donc, un marché qui croît plus vite que l'économie en général. Certains joueurs qui peuvent avoir une peine à suivre cette croissance de marché. Donc, ça équivaut à des occasions d'affaires, des opportunités pour des entreprises étrangères là, qui souhaiteraient développer sur le marché local. Donc encore quelques chiffres pour justement supporter un petit peu ce qu'on vous disait sur l'importance de l'éclairage LED dans les tendances de l'industrie mondiale. Aujourd'hui, le marché donc LED atteindra à peu près 73,2 milliards de dollars d'ici à 2026. Donc le LED a donné naissance à plein d'opportunités en fait dans le domaine de l'éclairage. Donc ça, c'est tout des tendances dont, à mon avis, vous avez déjà entendu parler. On parle de l'Internet de l'objet. Donc, l'idée, c'est que l'Internet arrive à connecter avec l'éclairage, par exemple. On parle de l'arrivée de la Li-Fi ou alors comment accélérer de plus de 40% la vitesse de l'ancienne Wi-Fi et toujours plus de bandes passantes. C'est en supprimant donc le signal radio et d'aller vers justement utiliser la lumière comme signal. On a également la réalité virtuelle qui utilise également des technologies venant du LED. La conception d'éclairage en nuage également, qui font partie de ces tendances de ces tendances actuelles. L'économie du spectacle aussi, où pour le coup, c'est une économie dans laquelle on a un petit peu d'expérience avec Mathieu pour avoir accompagné des sociétés dans le domaine du spectacle en Amérique du Nord. On voit bien que toute la partie éclairage prend une autre dimension. On parle de professionnalisation de ce segment. Et on voit bien que grâce à ça, des sociétés nationales ont accès à des marchés un peu partout dans le monde. Également, l'éclairage donc centré sur l'homme, on parle d'éclairage
qui joue son rôle au niveau du bien-être au travail. On parle d'une meilleure qualité d'éclairage, donc une meilleure santé, parce qu'un meilleur sommeil. Et on voit bien que certains gouvernements ont même interdit la commercialisation pour des éclairages en dessous d'un certain seuil. On a également l'alimentation par Ethernet, qui est aussi sur lequel il y a une tendance actuelle. L'éclairage en tant que service, l'impression 3D et les éclairages, on va dire, un peu plus un peu durables, où là, on va véritablement voir qu'à travers notamment le LED toujours, les marchés américains et canadiens ne dérogent pas à la règle. Et c'est vraiment sur cette partie-là notamment qu'on va trouver pas mal d'éléments de croissance sur le marché canadien notamment. Absolument, c'est ça. Je reviens, Jean, sur l'alimentation par Ethernet ainsi que le Lighting as a Service, là, le LAAS. Ce sont là de nouvelles voies de passage pour toute l'industrie de l'éclairage qui sont en plein essor, en plein développement, mais qui offrent des possibilités qui sont immenses en termes de croissance et puis en termes d'innovation. Le fait qu'on puisse alimenter à travers un système Ethernet, qu'on puisse alimenter à la fois l'alimentation électrique pour pouvoir allumer, éteindre et puis doser l'éclairage, mais aussi que l'on puisse contrôler l'éclairage avec des infrastructures qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus simples à brancher, qui sont moins soumises au code, aussi au code de l'industrie de la construction. Ça ouvre énormément de possibilités. Et adossé à ces changements-là dans les infrastructures ou la quincaillerie nécessaire au soutien d'éclairage extrêmement sophistiqué, voici que se profile toute une industrie dans laquelle on peut offrir une panoplie de services très innovants et qui viennent vraiment casser la relation entre le consommateur et un fabricant de systèmes d'éclairage. Voici qu'on se retrouve avec un consommateur qui n'achète plus de l'éclairage, mais plutôt une ambiance, un contrôle, etc., et qui est prêt à décaisser sur une base régulière, mensuelle, etc., pour pouvoir avoir des éclairages qui sont optimisés. Donc, vraiment des changements extrêmement forts qui, eux, couplés à cette croissance-là attendue, viennent décupler les possibilités. Donc, on est vraiment à l'aube d'une époque qui s'annonce formidable et fantastique en termes de changement. Et ceux qui sauront innover et ceux qui sauront s'adapter pourront en tirer de très grands bénéfices. On a... oui, vous m'entendez? Oui. Parfait. Oui. On a également identifié rapidement les grands acteurs, les grands fabricants américains de lumière d'aile commerciale en Amérique du Nord pour vous donner un petit peu une idée puis une dimension un petit peu de ces sociétés-là qui devraient continuer à croître en tout cas sur les marchés nord-américains. Comme l'a souligné Mathieu tout à l'heure, on voit bien que la croissance de cette industrie donne quand même des perspectives aussi très intéressantes pour des nouveaux joueurs sur le marché. Absolument. Sur la partie, on va observer également donc de belles perspectives d'évolution sur la partie infrastructure, puisque aujourd'hui les gouvernements, qu'ils soient canadiens, américains et même mondiaux, sont de plus en plus favorables à l'utilisation de systèmes d'éclairage respectueux de l'environnement. On va voir également que de nombreuses villes investissent dans ce qu'on va appeler la ville intelligente, où on va utiliser l'éclairage avec toutes les opportunités qu'on a préalablement décrites.
Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on va retrouver à travers ces différentes slides sur les infrastructures. Le mode d'intervention des pouvoirs publics, principalement des municipalités, mais aussi des administrations d'État, de county, de région et de province, et s'exerce à travers de l'octroi de contrats d'une part, mais d'autre part de l'octroi de subventions. Et les subventions touchent essentiellement deux éléments, sont motivés par deux choses. La première, c'est celle de générer à terme des économies d'énergie, de consommation pour atteindre tous les objectifs que vous connaissez, que vous pouvez imaginer. Mais il y a aussi une volonté très, très forte, notamment de la part des administrations municipales au Canada et aux États-Unis, d'intégrer des éléments de villes intelligentes et connectées dans le but, bien sûr, de se positionner face aux citoyens, d'adopter une certaine posture face aux citoyens, mais surtout dans le but de travailler mieux, etc. Je pense que la situation est semblable en Europe. Les travailleurs municipaux sont très bien rémunérés. C'est le cas au Canada, un peu moins aux États-Unis. Mais ici, au Québec, on dit que les employés de la ville de Montréal, par exemple, sont parmi les plus choyés de la planète en termes d'employés du secteur public. Donc, tant mieux pour eux. Mais n'empêche que d'un point de vue administratif, les villes cherchent à optimiser leurs opérations, à hausser la productivité, l'efficience des employés, qui constitue un coût extrêmement important dans les budgets municipaux. Et la mise en place d'éléments liés à la ville intelligente et connectée permet ces économies-là, permet une efficience accrue de la part des employés, puis en bout de ligne, permet un contrôle des coûts relativement intéressant pour elles. Donc, c'est sous ces angles-là que les organisations publiques travaillent en termes d'éclairage, chercher à économiser de l'énergie et cherche à développer des éléments liés à la ville intelligente et connectée. Est-ce que tu changes de diapo, Jean? C'est en train. C'est en train. Ah oui, OK. C'est en train de se faire. Bon. C'est ça. Je dirais qu'il y a comme un décalage. Comme un décalage, ouais. Ça y est. Bon, d'accord. Ben, écoutez, la prochaine diapo, ben la voilà. Moi, je viens de la voir apparaître. Donc, on parle ici d'un des éléments soutenant l'ensemble de l'industrie de l'éclairage aux États-Unis. On peut voir la croissance de la valeur des constructions résidentielles aux États-Unis sur une longue période. Là, on parle de pratiquement 50 ans en termes d'échelle. N'empêche que la valeur des constructions résidentielles va toujours en croissance. Même chose pour on parle de construction résidentielle et commerciale dans le titre. Mais les deux indicateurs en réalité, là, même si on ne voit pas les deux sur le graphique, les deux éléments vont sincèrement de pair et sont en croissance constante. Donc, c'est une excellente nouvelle pour nous. Si on regarde maintenant la partie droite du graphique, qui relève non pas de l'observation, mais bien de la projection. Attends, bouge pas, Jean. Si on regarde les années 2022 à 2028, après une poussée relativement forte qui s'explique par les éléments de pandémie, n'empêche qu'on est toujours sur une croissance soutenue à moyen terme, ce qui fait que la consommation d'équipements, de systèmes, etc., va aller toujours en croissance et en s'accélérant. Donc, c'est évidemment le principal indicateur de santé de notre industrie de l'éclairage, construction résidentielle et commerciale. Donc, en ce sens, les choses vont très bien, merci. Tu veux changer de diapo, Jean?
Un léger décalage, Mathieu, donc t'inquiète pas, je le fais, mais c'est le temps que ça arrive. Ah oui, OK, parfait. Ah bon, voilà. Toujours sur les éléments de construction résidentielle et commerciale, des éléments ici, bon, il y a pas mal d'éléments, je ne veux pas m'étendre sur tout ça. Par contre, je vous soulignerai que pour ce qui est des éléments d'importation, en termes ici d'éclairage, on parle de 84% du marché qui est satisfait par les importations, ce qui veut dire que en tant qu'entreprise étrangère, œuvrant dans le secteur de l'éclairage, en fait, l'indicateur premier, c'est que il y a absolument personne qui est choqué aux États-Unis de travailler avec des fournisseurs étrangers. En fait, c'est la norme. Là. Les portes sont, entre guillemets, grandes ouvertes pour être desservies par des entreprises étrangères. Là. Donc, c'est ça. Alors, c'est quand même assez important comme indicateur ici, ce qui fait de l'Amérique, des États-Unis, hein, de prime abord, une destination très intéressante pour les fournisseurs étrangers. Et par conséquent, au vu de la place prépondérante que les États-Unis occupent dans l'économie nord-américaine, ça fait de l'Amérique du Nord une destination très intéressante. Donc voilà. Dernier point à souligner, le secteur commercial, qui comprend les bâtiments commerciaux et institutionnels, ainsi que l'éclairage public des rues et des autoroutes, consomme 157 milliards de kilowatts pour l'éclairage, soit environ 12% de la consommation totale d'électricité du secteur commercial et 4% de la consommation totale d'électricité aux États-Unis en 2020. Donc, c'est quand même assez élevé. C'est ça, les choses sont relativement intéressantes aussi de ce côté-là, autant du côté commercial que du côté résidentiel. Là, je vois qu'il y a des questions dans le chat. J'ai vu ça passer rapidement. Alors moi, je les vois pas du tout, donc c'est pour ça que je pourrais Les pas. principaux pays fournisseurs, est-ce que c'est l'Amérique latine, l'Europe, l'Asie ou la Chine? Moi, je vous réponds sans avoir les éléments sous le nez en ce moment. Normalement, c'est essentiellement des éléments qui viennent d'Asie, puis je dirais plus précisément de Chine. Maintenant, les solutions que nous représentons ou que le cluster représente sont des solutions qui sont peut-être des solutions un peu plus sophistiquées que des biens de consommation, disons, très courants ou de moyenne gamme ou à faible valeur ajoutée. Et en ce sens-là, le fait que le marché réside ou travaille d'abord et avant tout avec des importations est un indicateur de potentiel pour des entreprises européennes. Donc, je pense que ça reste favorable pour le cluster là, comme marché. Maintenant, il faut voir exactement qui produit quoi, etc. Et puis, on pourra pousser davantage là, pour aller chercher une ventilation de la provenance des biens sur ce marché-là. Je vous remercie, Romuald, de votre question. Oui, vas-y, Jean. Non, j'allais justement surenchérir en disant que a priori il y a aussi donc tout ce qu'on a expliqué sur les différentes tendances sur ces marchés-là, ça ouvre des opportunités pour les entreprises européennes, là où les entreprises asiatiques sont pas encore forcément positionnées ou moins bien positionnées. Ça ça laisse des opportunités intéressantes pour les sociétés du cluster. Exact. Après je me permets un commentaire sur la psyché américaine là, qui voit qui a quand même un certain protectionnisme. Hein. L'Américain sera très fier de produire et d'acheter un bien américain, etc. Je dirais en autant que le coût d'acquisition du bien ne vienne pas affecter la démarche ou ne soit pas significativement plus cher si c'est un bien américain
américain en comparaison à un bien asiatique. Donc, ces choses-là existent. Il faut en tenir compte sur le marché US. Toutefois, si l'entreprise américaine a le choix de travailler avec un fournisseur asiatique versus un fournisseur européen, il y a certains éléments qui joueront en faveur du fournisseur européen, à savoir l'appréciation d'une qualité, l'appréciation d'un savoir-faire aussi. Donc, c'est vrai pour le produit. Hein, le client américain aura un préjugé favorable face aux produits européens en termes de qualité, de conception, de design, etc. Et souhaitera, à prix égal, souhaitera davantage aller de l'avant avec le produit européen. Vient ensuite une question, disons, d'alliance ou de perception de proximité culturelle, relationnelle, etc., où les Américains se sentent plus près, d'un point de vue historique, d'un point de vue social, se sentent plus près des Européens que des Asiatiques ou de la Chine. En témoignent les récentes tensions commerciales que les États-Unis ont avivées avec tout le monde, c'est vrai, notamment avec le Canada, mais de façon beaucoup plus forte et beaucoup plus marquée avec les Asiatiques. Là. Donc, c'est ça, et la Chine en particulier. Alors, les États-Unis cherchent évidemment à travailler davantage avec leurs alliés, mais cherchent aussi à diversifier des sources d'approvisionnement. Dans un secteur où 85% du marché est desservi à travers des importations, cette question de diversification prend un certain sens. Là. Tout ça couplé des difficultés d'approvisionnement, là, en ce moment, les coûts de transport et les coûts logistiques sévissants entre la Chine et les États-Unis sont extrêmement importants et puis viennent à affecter négativement le commerce. Les délais sont très, très longs aussi. Alors, dans la mesure où les coûts explosent de toute façon avec l'Asie, ça ouvre d'autant de possibilités avec l'Europe. Donc, le contexte est très, très favorable dans ce sens-là aussi. Voilà. Romuald dit « Importation est due à un manque de compétences aux USA ou une volonté délibérée d'importer. » A priori, Romuald, c'est d'abord et avant tout une question d'efficacité et de coût. Les Américains ne manquent pas de compétences a priori, toutefois peuvent avoir de la difficulté à produire de la qualité à bon compte et en ce sens-là peuvent s'approvisionner en Asie pour réussir à avoir une qualité acceptable, mais à des coûts qui soient beaucoup plus bas que ce qu'ils retrouvent aux États-Unis. Donc, voilà. Maintenant, si on regarde du côté du Canada, encore une fois, une belle croissance annoncée. Là, on parle d'une croissance annuelle de 5,18% qui est prévue de 2022 à 2026. Encore là, c'est une croissance qui est supérieure en construction résidentielle et commerciale. C'est une croissance qui est supérieure à celle de l'économie en général. Alors, ça ouvre les mêmes portes que celle dont on parlait pour les États-Unis un peu plus tôt. L'éclairage ici représente 3,6% de l'énergie consommée dans la maison canadienne moyenne. Il faut savoir que les coûts d'électricité au Canada sont très très bas et que la plupart des coûts d'électricité sont associés non pas à l'éclairage, mais bien
au chauffage. Donc moi, je suis basé à Montréal. Alors aujourd'hui, j'ai la chance ce matin de pas avoir encore mis le nez dehors, mais au moment où les enfants se préparaient à sortir pour aller à l'école, là, il devait faire moins 16 degrés, et c'est comme ça depuis la fin décembre. Là, donc c'est très très froid. Chez moi, comme chez la majeure partie des Canadiens, on chauffe tout le chauffage de la maison se fait à l'électricité, ce qui fait que c'est ça, ce qui explique que le pourcentage de l'énergie des foyers à 3,6% là, est relativement basse si on compare avec d'autres endroits dans le monde où les besoins en chauffage sont différents que ceux qu'on a au Canada. Voilà. Ce qu'il faut retenir ici, c'est vraiment la croissance annoncée là, qui, encore une fois, appelle à de nouveaux fournisseurs et à la création de solutions, disons, plus créatives là, pour voir aux besoins du marché. Tu peux changer, Jean, de diapo, à moins que tu aies autre chose à ajouter. Maintenant, si on regarde à l'intérieur du Canada, les proportions, les éléments, évidemment, il y a des éléments qui sont liés à la distribution de la population, mais pas que. En fait, les provinces les plus populeuses du Canada sont dans l'ordre l'Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique et ensuite l'Alberta. Donc, il y a quand même un petit décalage. L'Ontario consomme per capita moins que le Québec, parce que la population de l'Ontario est bon, c'est pas le double du Québec, mais pas loin. Toutefois, c'est ça. Donc, en termes de concentration en égard de la population, les ventes les plus fortes se font au Québec. Maintenant, c'est ça. Sur ce qui est des ventes en termes absolus, là, à ce moment-là, bien entendu, c'est l'Ontario qui domine le marché. Pourquoi c'est important? Le Canada est un grand pays en termes de géographie, mais en termes de population, pas tant. C'est un marché qui doit être abordé avec une certaine stratégie. Alors, par exemple, qu'en France, énormément de décisions sont prises à Paris. Au Canada, oui, beaucoup de décisions sont prises à Toronto, mais aussi beaucoup à Montréal, beaucoup en Alberta, en Colombie-Britannique. On parle de distances qui sont quand même assez importantes. En avion, se déplacer entre Montréal et Paris ou se déplacer entre Montréal et Vancouver, c'est pas tout à fait la même chose, mais franchement pas loin. Là, c'est vraiment des distances qui sont comparables, ce qui fait que aborder le marché canadien demande une certaine réflexion, à savoir par quelle région le marché sera-t-il abordé. C'est un peu la même chose avec les États-Unis. On n'a pas de diapo là, sur la répartition du marché à l'intérieur des États-Unis, mais bien entendu, entre New York et Los Angeles, on compte plusieurs milliers de kilomètres et quelques heures d'avion assurément, et surtout des structures décisionnelles qui sont beaucoup plus décentralisées que celles que l'on retrouve en France. Dans les deux cas, le Canada et les États-Unis sont des États fédérés qui laissent une large part de décision ou une part de décision plus importante aux régions, aux États, aux provinces que ce que l'on peut retrouver en général en France. Il faut savoir que toutes les compétences liées au transport routier sont des compétences d'État. Et c'est vrai au Canada comme aux États-Unis. Les décisions d'achat, d'infrastructures, etc. sont plus souvent qu'autrement laissées aux États, parfois aux comtés, parfois aux municipalités aussi. Alors, c'est ça, c'est quand même des décisions qui sont plus décentralisées, et ce qui explique que dans une stratégie visant à aborder le marché
le marché nord-américain. Il n'est probablement pas suffisant de choisir une industrie et un pays, mais encore faut-il s'attarder ou réfléchir à la région à laquelle on voudra s'attaquer. Donc voilà. C'est à partir là pour vous parler des différences régionales que l'on peut retrouver sur le marché. Voilà. Sur la prochaine diapo, je ne sais pas, Jean, si tu veux y aller ou si tu veux que. Si je vais y aller sur la prochaine Vas-y. diapo, c'était juste le temps Vas-y. qu'elle OK. charge. À toi. Globalement sur la partie américaine, donc on parle du plan américain Biden, qui est donc qui est un plan pluriannuel avec de multiples facettes, mais notamment qui aborde de nombreux projets de construction et de rénovation, impliquant évidemment de l'éclairage. Donc là, on parle d'infrastructures et on parle de rénovation résidentielle, mais également d'écoles. Et de sociétés manufacturières, ainsi que des aéroports. On considère que sur ce plan-là, l'éclairage représente un 2% du budget. Donc, on voit à peu près une augmentation de 2 à 4 milliards de dollars supplémentaires d'augmentation si on se focus sur la partie éclairage. Un point très important à faire attention donc aux États-Unis, mais je pense que vous êtes déjà bien au fait de ça, c'est la différence de normes qui existe avec l'Europe et les États-Unis. Donc on a trois qui ressortent le plus généralement. Donc on a la loi sur la sécurité et la santé au travail, donc OCHEA. On a également la CFR, qui est le Code Federal Regulation, et on a la National Electric Code, donc la NEC. Enfin, et puis sous forme de conclusion, on peut dire que la sensibilité environnementale avec ses besoins de rentabilité, ajouté à ça au fait que l'État donc cherche à gagner en efficacité énergétique, ça laisse vraiment une place très importante pour la LED donc sur le marché américain. Maintenant, si on parle du Canada, un petit peu pareil en termes de conclusion, nous on observe beaucoup, en tout cas au Canada, beaucoup d'opportunités dans le secteur donc également pour la ville intelligente, comme l'expliquais tout à l'heure, avec cette notion de mieux vivre et de manière plus durable. On cherche, comme on l'a expliqué, on fait un petit parallèle avec les tendances qu'on vous a présentées en début de présentation. On cherche vraiment pour les nouveaux réseaux, donc à héberger les réseaux de communication à travers l'éclairage. Donc on parle aujourd'hui d'un 45% du marché public qui serait sous l'aide aujourd'hui au Canada. Mathieu, je te repasse la main pour le Buy American Act. Oui, absolument. Merci. Donc, la première des choses que j'ai envie de dire sur ça, c'est qu'il ne faut pas confondre le Buy American Act avec le Buy America Act, qui sont deux éléments distincts du protectionnisme américain. Le Buy American Act concerne essentiellement l'ensemble des administrations publiques qui, lorsqu'elles procèdent à des appels d'offres ou à des acquisitions, doivent respecter certaines règles en termes de contenu national américain. Le Buy America Act, quant à lui, touche davantage les importations, touche en fait strictement les importations de produits de l'acier et de l'aluminium, où des taxes assez imposantes là, sont, plus dépendamment des marchés, là, des taxes relativement importantes là, sont appliquées sur l'importation de produits d'acier et d'aluminium. On parle, par exemple, pour les produits canadiens là, sont taxés
d'acier canadiens sont taxés à 25%, les produits d'aluminium à 10%. Ça fluctue, ça varie en fonction des pays, en fonction des moments aussi, et il faut bien le dire, là, des éléments propres à la dynamique électorale américaine. Les gouvernements, autant républicains que démocrates, ont des tendances protectionnistes relativement fortes. Si, en général, nous nous sommes réjouis de la défaite électorale au Canada, on s'est réjoui de la défaite électorale de Donald Trump et puis de l'élection de Joe Biden, d'un point de vue strictement commercial, les analyses et les faits démontrent que l'un comme l'autre ce n'est pas plus rose, là. Donc les mesures protectionnistes mises de l'avant par le régime républicain ou le régime démocrate se ressemblent finalement quand même pas mal. La manière est différente. L'agressivité véhiculée est bien différente. Mais sur les faits, quand on regarde les analyses, disons que c'est pas clair qu'on soit tant avantagé par l'un ou par l'autre. Donc, pour ce qui nous concerne, évidemment, le Buy American Act est beaucoup plus important. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà des velléités et des volontés politiques affichées par les différents gouvernements des États-Unis dans leur volonté de protéger l'industrie américaine lorsqu'ils procèdent à des États publics, c'est le fait que les États-Unis restent membres de l'Organisation mondiale du commerce et de ce fait sont soumis à l'ensemble des règles régissant le commerce international. Hein. L'OMC là, régit des échanges économiques entre près de 50 pays. Alors, c'est ça, le Buy American Act ne peut pas primer dans les échanges sur les accords liés à l'OMC. Toutefois, quand l'OMC laisse la porte ouverte, bien entendu, là, le Buy American Act s'applique. Par ailleurs, il faut aussi prendre en compte une certaine agressivité des autorités américaines qui souvent n'hésitent pas à contester la prédominance ou l'interprétation des ententes liées à l'OMC versus les différentes législations américaines. Donc, quand on parle de secteurs extrêmement sensibles ou de secteurs où les importations sont massives, souvent les Américains auront tendance à contester certaines interprétations des règles de l'OMC pour trouver une voie de passage, retarder l'application de certains règlements, etc. et tout. On le vit énormément au Canada avec tout le secteur du bois que vous appelez, je crois, en Europe, le bois de construction et que nous appelons le bois d'œuvre. Donc, c'est le bois scié, coupé, etc. et puis œuvrant dans les constructions. Donc, les Américains, malgré les ententes de l'OMC, contestent à qui mieux le droit des Canadiens de vendre, contestent nos politiques, etc. dans le but très très simple de protéger l'industrie américaine. Donc, ce sont des guerres épiques. Maintenant, pour ce qui touche spécifiquement l'éclairage, déjà on parle d'un secteur qui est moins stratégique là, et surtout qui est déjà où les habitudes d'achat à l'étranger là sont très très fortement ancrées comme on le voyait précédemment. D'autre part, le Buy American Act touche vraiment les entités publiques, hein, les entités gouvernementales et non pas les entreprises privées. Alors, c'est très important de le savoir. Et par ailleurs, ça ne s'applique qu'à partir du moment où l'achat est d'une valeur supérieure à 10 000 $ américains. Donc, pour tous les achats qui sont inférieurs, ça s'applique tout simplement pas.
Par ailleurs, puis l'idée ici dans la présentation n'est pas de faire une présentation exhaustive et détaillée parce que ça reste extrêmement complexe dans son application, mais règle générale, au moment où un achat est fait par une administration publique américaine, règle générale, c'est qu'il y ait au moins 50% de contenu américain dans ce qui est acquis, dans ce qui est acheté par le gouvernement. De sorte qu'il y a à peu près toujours de l'espace pour un contenu étranger. Et c'est tout à fait logique parce qu'il serait absolument impossible d'avoir des produits qui soient 100% faits aux États-Unis au vu de l'intégration de l'économie américaine dans le commerce mondial. Donc, c'est ça. Les éléments sont là. Maintenant, il faut voir comment les appels d'offres sont bâtis. Qu'est-ce que contiennent les appels d'offres? Si le 50% est comptabilisé sur des parties d'appels d'offres ou s'il est comptabilisé sur l'ensemble de l'appel d'offres, ça peut venir modifier des choses de façon très, très importante. Par exemple, l'administration américaine octroie un contrat pour la construction d'un édifice de 100 000 pieds carrés. Et dépendamment de la construction puis de la distribution des différents contrats menant à la construction de cet édifice-là, la partie de l'éclairage sera une composante à part entière ou pourra être noyée dans une composante beaucoup plus large que celle touchant les équipements d'éclairage, etc. Donc, il y a des applications, disons, qui ne sont pas systématiques et standards de du Buy American Act. Il faut toutefois en être conscient, savoir que ça existe. Et quand on fait affaire avec des tiers qui œuvrent auprès d'organisations publiques américaines, cette question-là peut être soulevée et puis avoir une certaine pertinence dans les échanges. Donc, voilà. Dans la présentation, là, il y a plusieurs points qui sont là. L'idée, c'est pas de les passer un à un, mais bien d'arriver à ce que vous ayez accès évidemment à l'information un peu plus détaillée. Mais encore là, c'est un résumé là, à très très haut niveau là, de cette pièce-là du protectionnisme américain. Tu passes aux cellules d'achat, Jean? Voici donc la partie cellule d'achat que je présente plus non plus, auquel vous êtes confrontés tous les jours, même si elles sont différentes. En Amérique du Nord, mais comme partout, l'important c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne et puis en fait qui prend un petit peu la décision dans le processus d'achat. Donc nous on définit généralement quatre rôles en fait dans les cellules d'achat nord-américaines, mais on doit retrouver globalement la même chose en Europe. Qui influence, qui prend la décision, qui paye et qui commande au final. Donc nous on a une espèce de méthodologie assez bien huilée là-dessus. La première branche de cette méthodologie, c'est la création d'une cartographie des différents acteurs. Donc, tout simplement, c'est lister les acteurs de l'écosystème et en fait de les qualifier en fonction de leurs actions, mais également au niveau de leur importance et de leur influence. Ce qui est important là, c'est ça, c'est quand on procède à une vente, notamment, c'est vrai pour les éléments d'éclairage, c'est vrai quand on s'adresse soit à des entités publiques ou encore à des entreprises privées, entre disons l'architecte, l'ingénieur, l'installateur, le propriétaire, etc. Il y a pas mal de gens qui ont leur mot à dire et évidemment plus le projet a d'envergure, plus il y aura de parties prenantes à la détermination du produit ou de la solution qui sera utilisée. Alors quand on aborde le marché, il faut bien réfléchir à ça et bien comprendre le fonctionnement du système de prise de décision. Et c'est ça qu'on appelle la cellule d'achat qui est constituée de différentes parties. Là.
Exactement. Puis comme le dit, comme l'expliquait Mathieu, et puis à travers donc la méthodologie mise en place, ce qui va être très intéressant, c'est éviter de faire des allers-retours entre les différents joueurs parce que vous allez perdre du temps, vous allez vous essouffler dans cette démarche-là. Donc l'idée, ça va vraiment être en tout cas, c'est ce qu'on conseille toujours de faire, c'est de commencer par le moins influent et de remonter dans la hiérarchie pour finalement atteindre le plus influent et en fait, on aura sécurisé toute la chaîne. Ça nous évitera de devoir rediscuter avec le quatrième joueur par la suite. Voilà. Parce que ce qui se passe, là, ce qu'on observe, là, particulièrement dans des industries comme la vôtre ou encore dans tous les métiers qui touchent l'approvisionnement, construction résidentielle, commerciale et infrastructure, c'est que les entreprises, qu'elles soient européennes ou qu'elles soient canadiennes, quand elles tentent de rentrer aux États-Unis, elles doivent intégrer un écosystème et elles sont au moment de débuter les activités sur le marché américain, elles sont inconnues. Les références ou les clients pour lesquels elles travaillent déjà souvent sont aussi inconnus aux yeux des clients américains. Et puis, bien entendu, l'expérience terrain aux États-Unis est inexistante ou est très limitée. De sorte qu'on repart à neuf, malgré les millions d'euros de chiffre d'affaires, malgré nos clients historiques, etc. Quand on arrive aux États-Unis, on est vraiment vu, considéré comme de nouveaux joueurs, de nouveaux acteurs, et on est questionné sur nos capacités à produire, nos capacités à être conformes aux différentes réglementations, etc. et tout. Et on n'a pas de référence sur place. Alors, il faut casser la glace, il faut en arriver à avoir cette première vente ou ces premières ventes. Alors, pour le faire, on doit rencontrer différentes personnes dans l'écosystème décisionnel ou à l'intérieur de la cellule d'achat. Malheureusement, quand un projet se met en branle, il est difficile de rencontrer tout le monde, hein, toutes les parties prenantes à la décision en même temps, dans une salle de réunion, etc., pour les convaincre tour à tour. Et l'expérience démontre que si on va directement vers le joueur qui a le plus d'influence, sa capacité décisionnelle sera tout de même limitée parce qu'il posera des questions à savoir si les autres joueurs de la cellule seraient d'accord ou pas d'accord, etc., avec la décision d'achat. Je vous donne un exemple très concret. Vous proposez une solution d'éclairage à un consortium routier qui doit refaire un segment de route, disons, au Kentucky. Bien entendu, c'est l'État qui défrait la note et qui rédige en partenariat avec les ingénieurs, qui rédige le cahier des charges. À ça vient se greffer un entrepreneur général qui gagnera le contrat pour refaire le tronçon routier et qui lui-même donnera un tas de contrats à des fournisseurs et à des sous-traitants pour l'exécution des plus gros aux plus petits travaux, pour les approvisionnements, etc. Donc, on se retrouve à l'intérieur d'une chaîne de commandement qui est extrêmement complexe où, oui, initialement, c'est l'État qui décide, mais l'État n'a pas nécessairement les compétences pour écrire lui-même l'ensemble du cahier des charges, donc fait affaire avec une boîte d'ingénierie qui viendra le conseiller. Et ensuite, il y a un contracteur général qui applique auprès de l'État, qui fait une proposition pour la réalisation du cahier des charges. Donc déjà, on a l'État qui est partie prenante, le bureau d'ingénierie qui est partie prenante, et puis ensuite le contracteur général qui lui-même souvent est allié à un architecte, allié à une ingénierie, voire un consortium, etc. Et la prise de décision, à savoir si
l'éclairage sur ce tronçon de route sera de tel type, de telle marque, de telle qualité, etc., est une décision là, qui repose vraiment sur un ensemble de parties prenantes. Donc, si on va voir l'État aujourd'hui, qui en bout de ligne est le payeur, qui en bout de ligne est le décideur formel, on peut bien lui présenter nos solutions d'éclairage. Il peut trouver ça très, très intéressant, mais en même temps, l'État n'a même pas nécessairement les compétences nécessaires pour prendre la décision à savoir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et dans tous les cas, l'État ne pourra pas prendre engagement auprès de notre société de travailler avec nous. Il s'en remettra aux règles d'attribution des contrats publics, etc. Et puis dira oui, ça semble intéressant, ça peut cadrer, mais je dois faire des vérifications avec les ingénieurs. Et puis ensuite, il faut que vous alliez vendre votre salade au contracteur général. Et puis je me souviens plus qui l'embauche pour faire l'installation. Alors, il faut voir avec l'installateur, il faut voir avec un tel, etc. Donc, ça rend l'ensemble du processus complexe. L'expérience démontre donc que si on débute notre boulot de commercialisation et d'acquisition de clients par le bas de la chaîne alimentaire. Donc, on va voir qui sont les gens qui installent, par exemple, qui sont les gens qui voient aux fonctionnalités, etc. Et que tranquillement, on remonte vers les gens qui prennent des décisions d'ingénierie, qui prennent des décisions économiques et qui, en bout de ligne, sont l'État, mais c'est beaucoup plus facile. Si on arrive face à l'État et que l'on présente nos solutions d'éclairage en disant, voilà, on a rencontré des installateurs, il n'y a aucun problème, on a rencontré le contracteur général et il n'y voit que des bénéfices, c'est plus économique, etc., c'est intéressant. On a rencontré des ingénieurs qui nous confirment que ça cadre avec le cahier des charges, etc., et que finalement, on rencontre l'État. Alors, à ce moment-là, on arrive face aux intervenants de l'État en proposant une solution globale, une solution d'ensemble, clé en main et qui a du sens. Alors, on ne fait pas face à des objections. Et puis, au total, c'est plus rapide et puis on atteint nos objectifs commerciaux plus rapidement de cette façon-là. Voilà. Je sais pas, Jean, je m'excuse, j'ai pris beaucoup de place. Là. Je sais pas si tu as des choses à ajouter. Il y a aucun problème. C'était vraiment, c'était important pour nous de présenter un petit peu cette méthodologie qui, encore une fois, qui a été expérimentée plusieurs fois dans ce secteur, donc de la construction, qu'elle soit résidentielle, professionnelle et également d'infrastructure. Donc, c'était important pour nous de partager un petit peu ce retour d'expérience avec vous aujourd'hui. Les méthodologies d'approche maintenant. Donc là, on est vraiment dans du très pratico-pratique et de l'opérationnel pour vous. Mathieu, je te laisse continuer sur cette partie que tu connais bien également. OK. On a parlé donc de stratégie d'approche. Maintenant, quand on aborde les clients sur place, et qu'on le fait, que ce soit encore une fois au Canada ou aux États-Unis, certains éléments qui peuvent faire partie de votre arsenal commercial. Le premier, c'est d'avoir certains catalogues, particulièrement quand on parle de produits ou encore un support, là, que ce soit électronique ou imprimé, pour bien décrire les solutions. Extrêmement important aussi que ce soit disponible en anglais. Aux États-Unis, c'est absolument incontournable. Au Canada aussi, honnêtement, à l'exception du Québec où vous pouvez travailler en français. Il faut savoir que le Québec, c'est une population de 8,5 millions de personnes là, sur l'ensemble canadien qui compte 38 millions de personnes. Et aux États-Unis, c'est 330 millions de consommateurs. Donc, c'est ça, le catalogue en français ne vous mènera pas très loin en Amérique du Nord. Par contre, le catalogue en anglais, lui, peut passer au Québec sans trop de soucis.
particulièrement quand on est dans une action B2B. Là. C'est sûr que vers le consommateur, c'est un peu plus difficile, mais quand on parle d'entreprise à entreprise, là, il y a pas de souci pour avoir une documentation qui est rédigée en anglais. Donc, voilà. Le catalogue doit être relativement exhaustif dans la mesure où vous avez des gammes de produits qui sont relativement complètes, etc. et tout. Et le catalogue constitue un des éléments d'approche auprès des clients potentiels. Dans la démarche export aussi, le catalogue est un peu votre ambassadeur. C'est une démonstration matérielle de ce que vous savez faire, de qui vous êtes, de la manière dont vous travaillez, etc. Donc, si vous êtes une très, très grande société et que vous n'avez pas de catalogue, le fait d'affirmer que vous êtes une grande société facturant centaines de millions d'euros par année, etc., bien évidemment, le fait de ne pas avoir de présentation produit sera perçu comme une certaine dissonance entre la réalité que vous exprimez et celle qui sera perçue par le client. À l'inverse, si vous êtes petite structure, petit fabricant, petite solution, mais que vous avez une présentation qui est bien faite, bien étoffée, etc., ça viendra immédiatement démontrer votre savoir-faire, votre sérieux, etc. Donc, il faut se souvenir qu'on agit dans un écosystème où vous êtes absolument inconnu, où vous avez fait peu de démarches, etc., où vous avez peu d'expérience. Alors, il faut miser sur des éléments relativement bien montés pour établir rapidement une crédibilité avec votre interlocuteur. Voilà. Autre chose, Jean, veux-tu ajouter quelque chose sur ça? Non, peut-être à titre vraiment d'exemple, comme le disait Mathieu, le catalogue, c'est vraiment un outil pour vous qui va vous servir vraiment un petit peu de carte d'identité de carte d'identité dans le monde des affaires, où on va un petit peu juger, comme le disait Mathieu, votre société à travers votre catalogue et justement le fait qu'il soit disponible en anglais pour les acheteurs locaux. Excellent. Autre élément, quand on fait affaire avec des environnements d'achat qui sont très complexes, comme ceux dont on discutait il y a quelques secondes, là, un des éléments qui est très, très prisé par les entreprises, ce sont des activités de type lunch and learn. Donc, on réunit différents intervenants et on leur présente des solutions sous un angle, disons, davantage technique, qui relève davantage de l'ingénierie que sous l'angle commercial. Et ça nous permet d'établir un contact avec une panoplie de gens, divers intervenants de l'écosystème, tout en gagnant en crédibilité. Donc, par exemple, si vous œuvrez dans une société qui offre des solutions extrêmement innovantes, une des bonnes stratégies d'approche est de réunir donc différents intervenants en un même lieu sur l'heure du lunch, que vous appelez déjeuner chez vous, mais qui s'appelle dîner chez nous. Alors, ça a toujours lieu à midi, 13h, etc. Donc, on parle vraiment du repas du midi. Mais le soir, tous ces gens-là autour d'une table et de faire une présentation à caractère technique où ils apprendront des éléments sur votre solution, les façons de faire, la valeur ajoutée ou la plus-value de votre solution. Et c'est un moyen extrêmement efficace pour percer l'écosystème et le faire avec crédibilité. C'est très peu onéreux. Ça demande un déplacement, une présentation et puis de payer des boîtes à lunch aux gens. Et ça permet de gagner en crédibilité extrêmement rapidement. Donc, c'est une stratégie qu'on utilise très, très fréquemment au moment de vendre des solutions complexes à des écosystèmes qui sont aussi relativement complexes. Ça permet d'accélérer le processus de vente.
C'est presque considéré comme une action de communication, comme une action marketing, je dirais même. Nous, on l'a eu fait il y a 2 ans, Mathieu, avec une société qui était spécialisée dans l'acoustique, par exemple, qui devait percer justement cet écosystème très complexe depuis la France, qui n'avait pas d'entité au Canada. Donc, on nous a demandé d'organiser justement ce Lunch and Learn. Ouais, absolument. Absolument, oui, oui. Puis on l'a fait, dernier élément en date, c'est avec une entreprise qui conçoit des systèmes de ventilation très innovants pour les cuisines industrielles. C'est une entreprise québécoise qui souhaitait percer le marché de Toronto. Donc, c'est pas très loin, mais ils avaient aucune expérience sur le marché, etc. Et puis, en quelques événements, ils ont réussi à aller chercher des ventes. Encore une fois, ce n'est pas une présentation commerciale à proprement parler. On parle d'éléments techniques dans un Lunch and Learn, on parle d'éléments d'ingénierie, on parle d'éléments de valeur ajoutée, mais on ne vante pas nécessairement l'historique, les mérites de notre société, ni ses tarifications avantageuses, etc. Ça vient naturellement à la suite de l'événement où il y a des interactions et là, rapidement, les clients vont eux-mêmes aborder les questions d'ordre plus commercial. C'est une construction de crédibilité d'abord et avant tout. Site web, bien entendu. Il y a en termes de facture, en termes de présentation graphique, il y a des différences relativement importantes entre les sites américains et les sites français. Il faut s'assurer que le client, qu'il soit américain, qu'il soit canadien, puisse se retrouver sur le site de vos sociétés. Ça demande une adaptation évidemment linguistique. Là, il faut s'assurer que le site soit autant disponible et puis aussi fourni, disons, et informatif en anglais qu'en français. Mais il y a aussi une certaine adaptation culturelle là, qui doit être assurée sur le site Internet. S'assurer évidemment que la langue soit adéquate, mais aussi que la facture, le graphisme, etc., soit suffisamment parlant aux yeux des Nord-Américains. Les Nord-Américains fonctionnent et sont convaincus. Je dirais, si on compare là, sur une échelle culturelle, l'approche, puis là, c'est une généralisation, là, ça vaut ce que ça vaut, mais l'approche française est très axée sur les éléments, disons, de théorie. Voici comment fonctionnent les choses de manière conceptuelle, comment on arrive à faire les choses. L'approche américaine, l'approche canadienne est davantage marquée ou ancrée dans une démonstration factuelle des choses. Alors, au-delà de la compréhension théorique, ce que le Nord-américain, pour être convaincu, cherchera à avoir comme information est une démonstration. Voici, bon, oui, la théorie, c'est intéressant, mais dans les faits, comment ça fonctionne, comment les choses se réalisent, quelles sont vos expériences, quels sont les résultats mesurés qui ont été donnés, etc. et tout. Donc, le Nord-américain est plus ancré dans le concret, disons, que l'Européen ou que le Français. Généralisation, il faut quand même apporter un tas de nuances à ça, mais pour convaincre un auditoire, d'avoir simplement une démonstration théorique sur un site Internet aux yeux du Nord-américain, il manquera quelque chose de fondamental. Si au contraire, on a des démonstrations très pratiques des bienfaits et de la plus-value des systèmes, des produits ou des solutions proposées, ben, ce sera une approche qui sera plus convaincante. Autre chose, Jean, sur le site Internet? Sur le site Internet, j'avais pas grand-chose à dire par rapport à ce que tu as dit. Ça a été assez complet. Encore une fois, attention à bien vérifier que toutes les pages du site Internet soient correctement traduites du français vers l'anglais. Parce que là aussi, on pourra y voir
on va dire que le Nord-américain pourrait avoir une vision un petit peu biaisée de votre société si le travail en amont il est pas fait au niveau de la traduction. Excellent. Absolument. OK. Sur la partie e-commerce maintenant, voilà, bref présentation, on voit bien que le e-commerce, si on le regarde par rapport à la situation d'aujourd'hui en plus et la crise de la Covid, on voit que les ventes de e-commerce ont complètement explosé. Donc aujourd'hui, on parle de plus de 4 000 milliards, quasiment 5 000 milliards de revenus USD. Donc c'est vraiment une croissance massive donc dans les échanges e-commerce. Ça va demander à des sociétés qui souhaitent se développer en Amérique du Nord de commencer à réfléchir à une stratégie qui inclurait le e-commerce dans les manières d'arriver sur le nouveau marché comme celui soit du Canada, soit des États-Unis. Particulièrement en B2C, hein, où le e-commerce est en pleine explosion. Quand on regarde, encore une fois, quand on compare la croissance du e-commerce avec la croissance de l'économie en général, on s'aperçoit que c'est une force qui est vraiment en accélération. Alors, pour tous ceux d'entre vous là qui s'adressaient à des consommateurs. Bien entendu, c'est une façon vraiment importante là, de percer, de réussir sur le marché. Ce qui est observé en B2C, là, en commerce direct avec le consommateur, c'est qu'une stratégie de e-commerce, évidemment, est insuffisante à assurer le succès, hein, d'avoir un site transactionnel en dollars canadiens ou en dollars US pour le marché nord-américain. C'est évidemment un pas dans la bonne direction, mais l'ensemble doit s'appuyer sur une stratégie beaucoup plus complexe de vente pour connaître un réel succès. Et c'est vrai pour les marques ou les produits là, qui ont peu de notoriété d'emblée sur le marché. Alors, c'est ça, il faut quand même avoir une stratégie un peu plus étoffée pour qu'elle fonctionne de manière correcte à travers, bien entendu, des éléments de promotion sur Internet, d'une part, mais d'autre part, avec de l'accroche, avec des sociétés qui vont faire soit de la distribution en grande surface, soit de l'intégration dans leurs propres produits, etc. Mais disons que si, prendre une métaphore ferroviaire, là, si le e-commerce représente des wagons à très, très grande capacité, n'empêche que vous avez besoin d'une locomotive pour pouvoir faire avancer ces wagons-là. Et la locomotive comme telle n'est pas le e-commerce. Alors, c'est ça, il faut que ce soit couplé à d'autres éléments pour que ça fonctionne correctement. Et voici la dernière méthodologie d'approche qui est souvent, en tout cas de ce qu'on voit dans la typologie d'approche préférentielle chez les Européens et particulièrement les Français. Les trade shows arrivent souvent en tête de ces méthodologies d'approche. Donc, on s'est permis de vous rajouter donc 5 trade shows d'influence, soit aux États-Unis ou sur le Canada. Il y en a à peu près 25, hein, donc comme on l'explique, mais là on a vraiment sorti 5 qui semblaient les plus pertinents pour nous sur cette présentation. C'est la même chose. Le trade show, c'est une méthodologie d'approche qui est très efficace, mais il faut la préparer en amont. Tout un processus de travail amont, de prise de rendez-vous pendant, d'y aller à plusieurs aussi également, c'est important. Ça permet de pouvoir
de pouvoir que la personne en charge de signer les ententes puisse partir en rendez-vous, puis avoir toujours une ou deux personnes sur le stand pour continuer à présenter les différents produits. Et puis après, toute une méthodologie également de suivi post-salon qui sont extrêmement importants. On considère que plus de 85% des deals sont à cause d'un mauvais suivi. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important de mettre en lumière. Mathieu, est-ce que tu vas ajouter quelque chose sur les trade shows? Non, c'est une façon qui reste très, très traditionnelle, etc., et qui a du sens à partir du moment où c'est travaillé intelligemment. Participer à un trade show comme exposant, oui, à partir du moment où vous avez une certaine empreinte dans le marché, où vous avez certains partenaires, etc. Préalablement à ça, pour se faire connaître quand on n'a aucun lien commercial, etc., c'est intelligent de se rendre au trade show, de rencontrer des gens, de bien comprendre l'écosystème, mais peut-être que de dépenser pour avoir un kiosque et de transporter du matériel, etc., c'est probablement un investissement qui est démesuré si on n'a pas déjà quelques relations d'affaires intéressantes et intelligentes. Donc, à intégrer dans une démarche de vente sur un nouveau marché, mais il faut le faire au bon moment de la bonne façon. Absolument. Maintenant, si on va parler un petit peu des canaux de vente, je vois que l'heure passe, mais on est encore bien. Alors, au niveau des canaux de vente, donc évidemment, c'est très important également de bien appréhender ces canaux et vos cycles de vente. Ils vont varier, ils sont souvent parfois différents de ceux qui sont sur votre marché domestique. Donc voilà, donc c'est très important de les prendre en compte pour définir votre stratégie, vos prix, votre positionnement, mais également vos outils de vente. Donc là, le schéma est assez simple qui explique donc soit on a du canal extra court, c'est-à-dire vous êtes le manufacturier, vous vendez directement au consommateur. Et après, on rajoute des intermédiaires, soit en canal court vers des détaillants, des grossistes et semi-grossistes, et puis un courtier qui peut faire encore d'intermédiaire dans cet acte de vente. Donc nous, on a essayé de référencer ça dans un tableau assez simple avec typologie de canal de vente, direct, indirect et une implantation physique dans le pays. Donc si on prend par exemple une typologie donc de canal de vente direct, donc là on est d'accord, le fabricant passe en direct avec le client final. Donc les avantages, on n'a pas de frais d'intermédiaire. Donc globalement, on vend toutes les marges qui étaient incluses pour un intermédiaire, en fait, on les garde dans la poche. Donc ça, c'est quand même l'avantage intéressant. On peut travailler en continu sur l'amélioration de la relation avec le client. Ça, c'est aussi c'est important. On est en direct avec lui. On peut facilement faire des réunions pour savoir comment est-ce que je peux améliorer, comment est-ce qu'on peut améliorer la relation et la qualité du service qu'on peut rendre. On voit de nombreux de nos clients qui font des améliorations, même en termes d'innovation, parce qu'ils ont traité avec leur client qui leur a directement dit les besoins du marché. On a également un meilleur contrôle de la qualité et du SAV et donc forcément de la satisfaction client. Concernant les inconvénients, d'ailleurs il manque un i, concernant les inconvénients, on a moins d'options de distribution. Forcément, on est nouveau sur le marché, on ne connaît pas forcément tous les rouages, donc on a un accès direct au client et après on pourra pas diversifier tant que ça, ou alors commencer à entrevoir justement une autre forme de canal de vente. On pourrait aller sur de l'implantation. On a plus de travail en interne. On est d'accord que il y a sûrement des modifications à apporter au produit, il y a des normes qu'il faut respecter. Donc, ça demande beaucoup plus de travail interne. On parle également de travail d'actes de vente qui doivent être effectués. C'est du temps, c'est de l'argent et
Donc voilà, c'est beaucoup plus de travail en interne. Comme je vous le dis, c'est également des coûts d'exécution. On parle d'envoyer des produits sur des marchés à l'étranger. On prend le coût à notre charge, mais on prend également, et c'est mon dernier point, le risque qui est lié au travail interne, bien évidemment, qui soit lié au transport, qui soit lié aux normes, encore une fois. Donc ça, c'est tous des inconvénients qu'il faut garder en tête quand on travaille en direct. Et parfois, c'est très compliqué de travailler en direct, quand notamment on traite avec les États. On le voit bien, un certain nombre de nos clients cherchent en fait un canal de vente indirect pour justement diluer le risque et les coûts. Ce qui fait une bonne transition vers les canaux de vente indirects. Donc dès qu'on rajoute un intermédiaire, je vous remets la slide juste avant. Donc dès qu'on passe avec un intermédiaire, à ce moment-là, on dilue le risque. On dit donc qu'on partage les coûts et les risques qui sont liés à la commercialisation, mais même au marketing. On fait appel à des gens et à des structures qui sont locales, donc qui ont un mindset, une manière de voir les choses d'un point de vue marketing, vente qui est vraiment local. On contourne la complexité liée à l'interculturel également, parce ce n'est pas parce qu'au Canada, c'est pas parce que vous allez travailler avec le Québec qui parle français que les acheteurs vont réagir comme vous avez l'habitude de voir sur le marché français. Donc ça, c'est un point qui est également important. Et enfin, on a accès à un plus grand nombre de clients finaux, forcément, parce qu'on traite avec des sociétés qui ont déjà un écosystème et puis une clientèle établie. Donc, on vient juste bénéficier en fait de ces réseaux-là. En termes d'inconvénients, on rajoute un intermédiaire. Donc, on rajoute un intermédiaire, ça veut dire qu'on rogne un peu sur nos marges. Ce n'est pas forcément un problème. Il peut y avoir un volume qui peut le justifier, mais il peut également y avoir toute une stratégie prix qui peut être travaillée en amont pour justement pas être trop impacté par ça. L'inconvénient également, c'est le suivi est dilué, c'est-à-dire qu'on va avoir une plus grande complexité de fidélisation. Quoique c'est pas toujours vrai, si l'intermédiaire en question a vraiment sa politique qui est ancrée avec vous et qui souhaite absolument vous positionner auprès des clients finaux. Et enfin, les revenus et la communication sont également dilués, donc ça reprend un petit peu les points au-dessus. Mathieu, si tu veux ajouter quelque chose, sinon je passe plutôt à l'implantation. Donc là, on est vraiment sur une démarche un petit peu… Non, je vois le temps qui file, Jean, et puis j'aimerais bien qu'on prenne le temps aussi de parler des aides publiques pour le développement des marchés. Là. Donc, vas-y. Ah oui, tout à fait. On en vient de toute manière. Donc, vous avez bien compris que les implantations, on est vraiment sur soit monter un bureau de représentation, soit monter complètement une filiale en local pour pouvoir supprimer les intermédiaires et supprimer les inconvénients qu'on pourrait avoir en passant en direct. La seule inconvénient, c'est bien évidemment les coûts qui sont quand même plus importants sur cette typologie de canal de vente. Pour les aides publiques disponibles, on vous fera passer une série de questions. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3 ou 4 si je me trompe pas. Notamment, est-ce que vous êtes tous au fait de certaines aides publiques qui sont disponibles pour le développement international et pour donc aller éventuellement toucher des zones comme le Canada ou les États-Unis? Donc, je vous demanderai peut-être pas de répondre maintenant parce que de toute manière, je ne vous vois pas. Mais on vous fera passer la question par après. Quoi qu'il arrive, les aides publiques disponibles, il en existe 2 majoritaires sur lesquelles je voulais absolument vous parler.
parce que c'est des aides publiques sur lesquelles GoExport et son groupe, donc je ne sais pas si Jean-Noël nous a rejoint, mais en tout cas, nous sommes éligibles à ces prestations. Donc, on va passer sur la première, qui est le chèque relance export. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. L'État en a parlé un petit peu dernièrement, et ils sont valables jusqu'à juin de cette année. Et on se rend compte aujourd'hui que par rapport au budget qui était prévu, il reste encore pas mal de budget à louer. Donc, qu'est-ce que les chèques relance export pour ceux qui ne les connaissent pas? Donc, le dispositif de l'État français qui a été mis en place pour soutenir les entreprises dans leur démarche d'internationalisation. L'entreprise, donc ça fait partie du chèque des prestations en fait, de relance de l'économie suite à la pandémie notamment. Donc, une entreprise peut mobiliser 4 chèques d'une valeur maximale de 4 000 € hors taxe par chèque. Et sur ce 4 000 €, vous bénéficiez de 2 000 € de subvention si vous vous faites accompagner d'une société agréée telle que GoExport, par exemple. Donc, ça voudrait dire que on peut aller chercher sur une prestation de 16 000 €, on peut aller chercher jusqu'à 8 000 € de subvention, ce qui n'est pas négligeable pour des prestations qui peuvent vous permettre, par exemple, de mettre un premier pied à l'étrier sur un marché comme le Canada ou les États-Unis ou un autre, mais bon, puisqu'on est dans le thème, restons dans le thème Nord-Amérique. Les prestations éligibles sont les validations de marché, l'identification de partenaires, des missions commerciales ou des missions de prospection également qui peuvent être effectuées. En plus de prestations de traduction du site internet ou des outils de vente ou ce type de prestations qui sont en fait en avant, quasiment en avant-vente et en pré-internationalisation. Donc, voici pour les chèques relance export. La deuxième, donc, est l'assurance prospection de BPI France. Donc, là également, je pense que certains doivent connaître ce dispositif. C'est un peu plus complexe, donc je vais essayer de vous l'expliquer de manière simple et concise. Donc, vous souhaitez vous développer sur un nouveau marché à l'international. Eux, BPI, vous financent et vous assurent contre le risque d'échec. Et nous, GoExport, sécurisons vos actions, cadrons vos démarches et on effectue un certain travail opérationnel sur la zone ciblée. Les entreprises éligibles, donc c'est les entreprises françaises de tout secteur hors négoce, avec un CA inférieur, un chiffre d'affaires inférieur à 500 millions d'euros, un bilan de 12 mois minimum et un produit et ou service qui a déjà été commercialisé. Après, c'est un point qui ne m'aide pas, mais que je vous rajoute, je vous conseille d'avoir des fonds propres positifs. C'est toujours plus efficace quand on a affaire à BPI. Maintenant, dans son utilisation, à quoi elle sert? Donc, comme je vous disais, l'assurance prospection, c'est vraiment un dispositif de BPI France, qui est la banque publique d'investissement. Ce produit, il a pour but d'aider les entreprises dans leur développement à l'international et particulièrement dans leur démarrage. Il intervient à 2 niveaux, comme relais de trésorerie, donc BPI vous prête de l'argent pour prospecter, et une assurance contre le risque d'échec à l'international parce que vous allez rembourser cette avance en fonction de vos résultats à l'international. Donc, concrètement, BPI vous octroie une avance sur trésorerie d'un certain montant qui est validé préalablement par un collège de BPI, prenons 100 000 par exemple. Dès que BPI accepte le montant, vous allez recevoir 50% de la somme à la signature, moins une prime de 3% que BPI garde. Vous avez 3 ans pour consommer ces 50% du budget initial. Une fois que vous avez consommé ça, vous avez le droit de demander le solde des 50% restants. Vous me suivez? Ensuite, suite à ces 3 ans de prospection, il y a 2 ans où il ne se passe rien, globalement. Et au bout de la 5e année, BPI revient vers vous et vous dit qu'est-ce qui s'est passé, combien de chiffre d'affaires vous avez fait. Et à ce moment-là, si BPI considère que vous avez réussi, donc c'est à peu près un x10 par rapport à ce qu'ils vous ont prêté, à ce moment-là, vous remboursez la totalité. Si vous faites moins de 30% par rapport à l'objectif, enfin par rapport à la somme prêtée,
à ce moment-là, vous allez rembourser uniquement 30% et puis vous vous arrêtez là. Le reste passe en subvention. Et après, entre les deux, donc entre 30 et 100%, en fait, vous remboursez au prorata. Et comment est-ce que vous remboursez? Vous remboursez en année 6, 7, 8, 6, 7, 8 et parfois 9, en fonction des résultats obtenus, comme je vous ai dit. Donc après, en fait, ça se transforme en mensualité. Donc voilà, c'est quand même Jean? Oui. Ouais, est-ce que tu peux parler de la complémentarité des additions, etc., entre les chèques relance export et l'assurance prospection, là? Tout à fait. Donc, Mathieu, c'est un très bon point. Bien évidemment, ce sont deux aides qui sont indépendantes, mais qui ont la bonne idée de pouvoir se cumuler. Donc, ça veut dire que vous pouvez souscrire à une assurance prospection, notamment par rapport au risque d'échec, mais également aux relais de trésorerie. Et en plus, aller contracter les 4 chèques des chèques relance export. Voilà. Le tout, que ça soit en assurance prospection ou sur la partie chèque relance export, le tout, c'est particulièrement d'ailleurs sur les chèques relance export, c'est de faire affaire avec une société agréée pour pouvoir bénéficier de la subvention. Dans le cadre de l'assurance prospection, vous avez la possibilité de pouvoir, bien évidemment, souscrire une assurance prospection sans faire appel à un service externalisé comme pour l'aide GoExport. Mais par contre, certaines prestations sont particulièrement aimées, on va dire, par BPI. Ce sont des prestations d'externalisation de la force commerciale sur un marché, où là, à ce moment-là, vous êtes complètement déplafonné et une société comme GoExport qui est certifiée et labellisée auprès de BPI vous permet de rentrer totalement dans ce dispositif. C'est une aide qui, vu du Canada, même chose des États-Unis, puis je pense de la plupart des pays du monde, c'est une aide qui est très forte de la part essentiellement de l'État français auprès des petites et moyennes entreprises ou ETI françaises. Évidemment, il faut être en France pour pouvoir en bénéficier, mais disons que il y a moyen de développer ou d'amorcer le développement de l'export d'abord par le biais de services subventionnés grâce au chèque relance export, mais d'autre part de le faire avec une prise de risque qui est à peu près nulle avec l'assurance prospection. Et surtout, le chic de l'assurance prospection, c'est que ça ne vient pas, au-delà de la gestion du risque, c'est que ça ne vient pas impacter la trésorerie parce que ça génère un cash flow qui est positif. Ça génère une trésorerie où vous encaissez les sous de l'assurance prospection avant même la dépense, là. Et après la dépense est en partie remboursable, etc., en fonction du succès qui est rencontré sur le marché, là. Donc, disons que en termes de démarche export dérisqué, je peux vous dire que vu du Canada, vous êtes bien envié, bien jalousé, là. Vous êtes très, très bien soutenu par l'État français, en autant que vous en profitiez, bien entendu. Donc voici pour cette partie aide publique. Bien évidemment, on sera disponible si vous avez des questions à ce niveau-là. Et il est temps maintenant de vous parler un petit peu de GoExport et à quel moment, par rapport à cette présentation, est-ce que GoExport intervient et peut intervenir? Je pense que vous l'avez compris par rapport à certains commentaires transversaux qu'on a pu faire avec Mathieu. Mais je vais laisser d'ailleurs le président de GoExport présenter la société. Rapidement, on a fondé GoExport en 2007, donc il y a maintenant une quinzaine d'années que nous appuyons des entreprises, que ce soit canadiennes, américaines, françaises, anglaises, italiennes, etc., à développer
de nouveaux marchés. On a donc deux entités ou deux entreprises formelles. D'abord, Service Go Export, dont le siège est ici à Montréal, et Go Export Europe, qui est piloté par Jean et qui est basé à Lyon, en région Rhône-Alpes. Depuis la fondation de l'entreprise, en 2007, on a accompagné plus de 500 entreprises dans différents secteurs d'activité, dans différents projets de développement de marché. Essentiellement, des entreprises souhaitant développer des marchés soit américains, donc beaucoup d'actions à travers le Canada, les États-Unis, mais aussi le Mexique et plusieurs pays d'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, le Chili, la Colombie, dans une moindre mesure le Pérou, qui est parfois un marché intéressant. Mais on aide aussi à un déploiement commercial sur des marchés européens. Donc, on travaille beaucoup avec la France pour des entreprises américaines ou des entreprises canadiennes qui souhaitent développer leur marché en France, mais aussi en Europe de l'Ouest de manière assez importante. À l'occasion, on a une certaine action sur des marchés africains ou des marchés asiatiques, mais ce n'est pas le principal de l'activité de Go Export. En 2020, donc il y a maintenant pratiquement 2 ans maintenant, on a développé un partenariat avec le groupe Salveo, qui est un groupe de consultation basé à Paris. En fait, Salveo est entré au capital de Go Export en prenant une courte majorité de l'actionnariat de Go Export, de sorte qu'aujourd'hui, on fait partie du groupe Salveo et on travaille en partenariat avec eux. Un mot sur Salveo qui aide d'abord et avant tout les entreprises à développer une présence RH, de ressources humaines sur les marchés d'exportation. Donc, Salveo appuie les entreprises au moment où elles souhaitent avoir des employés dans un nouveau marché ou encore des VIE selon le modèle français. Salveo est active dans plus de 50 pays et Salveo a aussi, grâce à Go Export, mais pas que, des capacités et des fonctions, disons, de consultation en études de marché, en évaluation de risques de marché aussi et en action commerciale à proprement parler. Ce que je te propose, c'est peut-être... Ouais. Non, vas-y, Mathieu. Je disais, peut-être on passe rapidement sur les engagements. Je pense que vous avez tous eu le temps de les lire, quoi qu'il arrive, parce qu'on est sur des phrases assez courtes et punchy. Peut-être un mot, là, simplement pour dire qu'on travaille de manière très, très concrète. Nous, notre objectif, c'est d'apporter des résultats aux entreprises pour lesquelles on travaille. Donc, aller identifier, recruter des partenaires, des clients sur place qui vont rapidement amener du commerce. C'est l'objectif recherché. On le fait à l'aide d'une force d'une quinzaine de personnes, quand on a une quinzaine, vingtaine peut-être en comptant les intermittents dans l'entreprise. Mais l'idée c'est celle-là, c'est d'abord, oui, définir la meilleure stratégie possible pour percer le marché, mais par la suite, c'est d'identifier qui sont les joueurs clés, les personnes à rencontrer et mettre vraiment réaliser, exécuter la stratégie sur le terrain. Donc voilà. Une expertise riche de 15 ans qui repose sur une équipe polyglotte expérimentée. Il y a des éléments aussi dans lesquels on partage le risque. Alors, au moment où on entre en phase de
commercialisation, une partie de la rémunération de GoExport peut reposer sur un pourcentage des ventes réalisées, de sorte qu'on partage conjointement avec nos clients la prise de risque. Donc, c'est ça. Si GoExport, si vous faites pas d'argent, ben GoExport en fait pas non plus, ce qui nous engage pleinement dans le processus commercial. Et finalement, je dirais qu'on a vraiment une approche qui est personnalisée. Chaque marché est différent, mais chaque entreprise aussi est différente. Et nous, on se donne l'obligation d'adapter nos services et nos prestations ainsi que les stratégies déployées en fonction, oui, du marché à percer, mais aussi en fonction des capacités et du mode de fonctionnement interne de l'entreprise avec laquelle on travaille. Dans la séquence de... Oui, vas-y. Non, non, mais je voulais prendre le relais si tu voulais. On a un petit peu matérialisé cette démarche GoExport avec plusieurs stades, plusieurs étapes dans l'internationalisation. Donc, on peut partir sur des aspects beaucoup plus stratégiques, comme ce que je vais vous développer dans quelques minutes. Donc, le diagnostic export en fait partie, la planification stratégique et la sélection de marché en font partie. C'est vraiment des aspects qu'on va définir comme assez stratégiques et puis très en amont dans la démarche. L'analyse stratégique et commerciale, là, on est vraiment dans ce que nous, on appelle une validation complète du marché, identification de joueurs, étude de prix, étude des concurrents, etc., pour vraiment réussir à positionner vos produits, vos services, votre société dans l'écosystème local. Et puis après, on parle vraiment de développement des ventes en continu. On est dans l'opérationnel, on est en capacité de pouvoir prendre en fait, on est capable de devenir le bras armé en fait de votre société dans le pays. Donc, on devient une force commerciale externalisée sur la zone définie. Donc, aujourd'hui, ça nous arrive au Mexique, ça nous arrive en Amérique du Nord, en Amérique du Sud également, et puis sur certains marchés européens. Enfin, le rapprochement avec Stalveo nous permet également de pouvoir intervenir sur des actions de rachat à l'international ou d'implantation locale physique, donc montage d'une filiale, d'un bureau de représentation, et également de pouvoir recruter, le cas échéant sur un marché à l'étranger. Vous allez voir donc là un petit peu tous nos services qui sont définis de 4 manières différentes. Donc on parle, comme je vous l'ai dit, de stratégie d'analyse, de développement et d'implantation RH, avec généralement aujourd'hui par rapport à la typologie de société qu'on pourrait retrouver dans le cluster. Aujourd'hui, on nous demande beaucoup des notions d'analyse, donc analyse de marché, de qualification de clients et de distributeurs, de partenaires potentiels, de définition de stratégie commerciale et parfois même d'approvisionnement dans certains cas. On fait donc la partie stratégique, on l'a fait beaucoup pour. Je sais que Mathieu au Canada en fait pas mal pour certains clusters, pour certains groupements de sociétés où on va parler par exemple de travail sur la valeur ajoutée, faire émaner la valeur ajoutée la valeur ajoutée d'une société avant son développement à l'international pour pouvoir le positionner dans ces différents outils commerciaux et de communication. Ça peut être du coaching également, ça peut être une sélection de marché. Aujourd'hui, j'ai un produit, je le vends en France, il est efficace, il y a une belle valeur ajoutée, mais par quel marché est-ce que je continue mon développement ? Ça peut être une des opérations sur lesquelles on peut être amené. Mathieu, n'hésite pas évidemment à compléter quand tu le souhaites. Et enfin, les deux gros blocs, donc la partie développement,
je me suis permis aussi de mettre en surbrillance, puisqu'on nous demande assez souvent de gérer la relation en fait avec d'identifier, de qualifier, de nommer et de gérer la relation avec un distributeur ou un partenaire potentiel local, de négocier, donc comme je vous disais, les ententes de distribution, et après vraiment développer le partenariat, développer les ventes qui s'en suivent. Et tout ça, on le fait tout en continuant à ouvrir de nouveaux marchés aux besoins, jusqu'à arriver à un certain niveau de chiffre d'affaires, où là, évidemment, la question se pose de est-ce qu'on ne créerait pas une filiale? Est-ce qu'on recruterait pas nous-mêmes notre force de vente? Donc là, à ce moment-là, le travail même de GoExport s'arrête, mais c'est normal. Ça veut dire qu'on a bien réussi notre travail, et à ce moment-là, on va plus vous emmener sur des notions d'implantation et de RH. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est un petit visuel de certains des membres. L'essentiel de notre travail porte sur le développement des ventes en continu. Hein. C'est probablement un peu plus de 50% de notre facturation. C'est bien normal. Hein. C'est le propre de l'action commerciale, c'est de faire effectivement du développement des ventes au-delà des analyses, au-delà de la définition de stratégie. Ben, c'est d'avoir les deux mains dans le cambouis là, et puis de vraiment aller chercher des partenaires, les identifier, les qualifier, leur parler, etc. et s'assurer que ce soit les bons partenaires pour nos clients, pour développer le business sur place. Et puis même chose, là, identifier des clients potentiels, etc. puis les mettre en relation avec nos clients pour assurer qu'il y a du business qui se réalise. Donc voilà pour la présentation, voilà un petit peu la représentation à travers nos différents partenaires et nos différentes filiales. Donc ça c'est un petit peu nos zones d'intervention, soit en direct, soit à travers ce réseau-là. Donc maintenant on va prendre peut-être quelques clients aussi en portefeuille comme ça pour que vous voyez. On a de la PME, vraiment notre cible de clientèle, c'est de la PME. On peut aller jusqu'à de la grosse PME, mais globalement, c'est de la PME. Et puis, il nous arrive d'avoir quelques actions également auprès de sociétés beaucoup plus importantes qui ont un besoin très spécifique sur certains marchés. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas évidemment à nous contacter si vous avez des questions particulières. On a également une petite question à vous faire parvenir. Alors, attendez, je vais terminer avec le partage d'écran, si vous me permettez, puis je vais pouvoir remettre ma caméra parce qu'on n'a plus besoin de la bande passante. Est-ce qu'on peut prendre tout de suite les questions, Jean? On va déjà prendre les questions. Et après, on vous fera passer des questions. Alors, pour l'instant, on n'a aucune question dans le chat, mais Marie est en train d'écrire. Alors, je vais vous donner la possibilité d'activer votre caméra et votre micro pour que ce soit plus interactif si vous le souhaitez. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer votre caméra et votre micro. Et Mathieu et Jean vous répondront. Alors, on a Romuald qui demande: vous avez parlé Amérique du Nord. Oui. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Je vais essayer de trouver une salle disponible puisque je suis peut-être de perturber les autres personnes. Oui, vous avez parlé beaucoup Amérique du Nord. Vous avez différencié à un moment donné les États-Unis, le marché américain du marché canadien. Voilà, la question, c'est que si demain, la volonté est de s'implanter en Amérique du Nord, est-ce qu'on doit prendre les États-Unis et le Canada comme un seul bloc, ou vraiment peut-être séparer les deux et peut-être plus tenter sa chance, soit aux États-Unis ou soit au Canada, fonction peut-être de l'aspect culturel avec le Canada, ou américain, peut-être beaucoup plus
demandeurs, je sais pas, d'innovation ou à la recherche de produits européens. Comment aborder, en fait, finalement, ma question, c'est on va aller en Amérique du Nord, comment aborder ça en un paquet Amérique, donc US, Canada, ou vraiment séparer les deux et avoir une stratégie différente? Déjà, c'est une très bonne question. Mathieu, je te laisserai. Il n'y a pas de loi, il y a pas de loi universelle, là. Tout dépend des moyens de votre société, d'une part, et tout dépend de la façon dont le marché pour vos produits ou vos solutions est intégré. Par contre, a priori, le modèle que l'on retrouve le plus souvent, c'est un modèle où c'est un des marchés qui est abordé en premier et plus souvent qu'autrement parce que ce sont des marchés qui sont fortement morcelés. Il y a une partie, une région du marché ou deux régions là, qui sont abordées en simultané. Là. Un exemple très, très concret que l'on voit, les entreprises vont aborder en même temps, par exemple, le nord-est des États-Unis avec la région des Grands Lacs. Donc, c'est ça. Il y a énormément de population, il y a énormément d'entreprises qui sont logées dans ces endroits-là. C'est relativement compact comme géographie. Donc, c'est un peu plus facile et ça permet, oui, d'avoir quand même pas mal de clients, mais c'est plus simple que d'essayer d'aborder les États-Unis dans leur ensemble, là, qui constitue tout de même la première économie mondiale. Pour les entreprises françaises, dû à disons, la proximité culturelle, la proximité linguistique, un modèle qu'on retrouve souvent, c'est de s'intéresser d'abord et avant tout au marché de l'Est du Canada, avec une espèce de base là, de plateforme autour de Montréal qui est très, très facilement accessible depuis la France et de travailler sur le marché québécois ou le marché ontarien qui jouxte l'Ontario, hein, la province la plus populeuse du Canada et qui est contiguë au Québec. Donc, c'est un modèle qu'on retrouve très, très souvent. Les entreprises françaises font souvent leur premier pas en Amérique du Nord à partir du Québec parce que c'est un marché qui a du sens, mais c'est un marché qui est plus facile à aborder aussi en raison de la proximité géographique là, et de la proximité culturelle. Au Canada, il faut savoir que le premier partenaire européen du Canada en termes économiques, c'est le Royaume-Uni. Et le second partenaire économique, c'est la France. Toutefois, quand on se concentre sur les chiffres du Québec et qu'on regarde qui est le premier partenaire économique du Québec, ce n'est pas le Royaume-Uni, c'est de loin la France, là, avec lequel le pays avec lequel on fait le plus affaire en Europe. Là. Donc, c'est ça. Alors, voilà, après, il faut voir hein, de manière concrète qu'est-ce que vous faites, Romuald, dans votre entreprise, qu'est-ce que vous offrez, mais les modèles observés sont ceux-là. Moi, j'irais peut-être compléter ce que dit Mathieu en disant c'est très compliqué de dire aujourd'hui, ou à moins d'avoir beaucoup de moyens, de dire je vais attaquer les États-Unis au complet. C'est un petit peu comme si on se disait on va attaquer l'Europe au complet. C'est un Américain. Alors oui, ça fait partie du même pays, mais il y a quand même énormément de différenciation entre un Californien et puis un New-Yorkais, en passant par une personne qui habite dans le Kentucky. C'est quand même des modes de consommation différents, des volontés un petit peu différentes. Donc, on essaye toujours de travailler les États-Unis comme le disait Mathieu, peut-être par région, qui ont déjà un peu plus de sens. Il faut savoir que les lois peuvent varier aussi en fonction des États, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et puis, je réitère aussi le message que je disais tout à l'heure. C'est vrai que beaucoup de sociétés françaises font affaire directement avec le Québec pour faciliter la linguistique, mais attention, un Québécois n'est pas un Français. Mathieu, tu me le confirmeras, mais n'est pas non plus un Américain. donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aussi bien comprendre avant de faire ses premières démarches au Québec. Absolument. Absolument. Okay.
Voilà. Ouais, puis faut quand même ajouter que les entreprises européennes sont bien vues, bienvenues au Canada, aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est la même chose. Donc, c'est ça, il n'y a pas de les a priori culturels sont relativement favorables. Là. Donc, Puis il existe des liens forts, je pense que Mary pourra confirmer, me dire, mais il existe des liens forts entre déjà la ville de Lyon et la ville de Montréal, et d'autant plus, il me semble, dans le secteur de l'éclairage. Je pense qu'il y a eu déjà pas mal d'échanges. Oui, il y a pas mal ouais, il y a des entreprises québécoises qui ont du succès en France et vice-versa. Là. Donc, c'est ça. Dans les éclairages, on parle d'éclairage public, on parle de concepts, de concepts d'éclairage, disons, à caractère plus architectural, de mise en valeur des plans lumière des villes, etc. Donc, il y a quand même pas mal d'échanges qui se font à cet égard-là. Donc, spécifiquement au Québec. Donc, ouais. Est-ce que ça répond à votre question, Romuald? Oui, tout à fait. Là, c'était vraiment, je pense, l'aspect Amérique du Nord, c'est vrai que c'est très large et finalement, vous avez bien répondu à la question. C'est la segmentation, je pense, du marché et puis essayer de voir également quelle partie de région on veut cibler en premier lieu. Ouais. Exact. Merci. Ouais. Merci. Merci. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Alors, on a Jean-Michel qui est en train d'écrire, qui nous dit qu'il est arrivé tardivement. On attend votre question, Jean-Michel. Alors, Jean-Michel nous dit, les clients finaux sont-ils regardants sur la marque de la source LED? Non. Évidemment, évidemment, tout dépend de qui est le client final. Il faut faire une différence entre le consommateur et puis l'institution, entre le consommateur et le gestionnaire de parc immobilier, etc. Donc, c'est assez, il faut vraiment faire la distinction. Je pense que chez le consommateur, il n'y a pas encore d'entreprise qui se démarque de manière très forte. Après, chez l'institutionnel ou le gestionnaire de parc immobilier ou d'infrastructure, là, entre en ligne de compte des éléments beaucoup plus factuels et beaucoup plus raisonnés. Hein. Donc, c'est ça. Si la marque est porteuse d'une expérience favorable, oui, ça a une incidence. Si c'est une expérience défavorable, bien évidemment, à l'inverse, ça a une incidence négative. Toutefois, si la marque est inconnue, elle sera évaluée par le gestionnaire de manière aussi objective que possible. Donc, prise de référence, expérience, expérimentation, etc. Alors, la démarche est quand même assez rationnelle. La structure de prise de décision au Canada, aux États-Unis, c'est quand même des structures décisionnelles qui sont relativement plates en termes hiérarchiques. Il n'y a pas énormément de distance, etc. Mais ça amène la prise de décision à être basée sur beaucoup de rationnel. Donc, les gens essayent de mettre de côté davantage le feeling, le sentiment et d'être en mesure de défendre un choix sur la base d'argumentaire, de recherche réelle, etc. Ce qui donne une chance à de nouveaux joueurs d'être évalués pour ce qu'ils sont et non pas par rapport à une idée perçue. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, Jean-Michel. Oui, il a répondu. Merci. Alors, merci beaucoup à vous, Jean et Mathieu, pour ce workshop qui était très intéressant. Le replay de cette séance sera donc disponible auprès de Mary. Donc, vous pouvez lui envoyer un mail pour accéder, pour avoir le replay. Je vous transmets son adresse mail dans le chat. Parfait. Mary, thank you. Some words to conclude. I just wanted to say thank you very much for
Jean and Mathieu. It was very interesting. Really, really a good perspective and really in-depth perspective of the market. So thank you so very much. Thank you everybody for joining. And as it was said that you can, if you would like to have a replay, do not hesitate to contact me. And as I said in the beginning, we will be having missions in the US, the UAE and Japan. So we will be receiving message about all of this soon. So don't hesitate in the meantime to contact me if needed. And thank you very much for your time, and have a very good evening and a good day for you in the US and Canada. Thanks a lot, Mary. Very well appreciated. And thanks to everyone in the cluster Lumière. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci. Bye bye. Bonne soirée. Au revoir. Thank you. Bye. Au revoir.